La grâce. Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. La grâce, la délicatesse, tout ça, tout ça. J'espère que vous m'entendez. Il y a un petit peu de vent encore. Attendez, ça ne va pas du tout, ce n'est pas droit. Parce que je crois que je l'ai en plus emporté avec moi. Hop là. C'est droit, en fait c'est moi qui ne suis pas droite. Aïe. Ah là là, qu'est-ce que j'en fais des simagrées, c'est pas possible. Ah très bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce que je suis bien. J'espère que vous êtes aussi bien que moi. Pardon, je suis en chaussettes, je suis pas vraiment très présentable. Enfin, je suis tout à fait présentable, la vérité c'est ça. Aïe. Alors, je vous retrouve. J'avais envie de chanter aujourd'hui. Je vais peut-être chanter après. J'ai oublié de chanter l'autre jour. Et enfin, en fait, je n'y pensais même plus. C'est que je ne devais pas avoir envie de chanter. Aujourd'hui, j'ai envie de chanter pour l'instant. Peut-être qu'après la lecture, je n'aurai plus envie de chanter. Oui, il faut que je me calme. Je vais reprendre Un amour de Swann. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est palpitant, palpitant. Je vais peut-être... Oh, je le laisse là. Je pense que vous m'entendez. Sinon, je vais... Oh là là, j'ai tout sali. Bon, c'est pas grave. C'est un peu comme ça que je suis. Merci beaucoup pour votre écoute. À tout à l'heure après la lecture. Je sais pas trop comment me mettre. Je vais changer de position, c'est sûr. Est-ce que je vois le micro? Oui. À partir de cette soirée, Swann comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais. Pas du tout, je ne suis pas là du tout. Pardon, je suis là. Je pense que je me suis dit que j'allais lire tout ça, mais je crois que j'ai été un petit peu trop optimiste. Nous verrons bien. Pardon, excusez-moi, je reprends. Même quand il ne pouvait savoir où elle était allée, il lui aurait suffi pour calmer l'angoisse qu'il éprouvait alors et contre laquelle la présence d'Odette, la douceur d'être auprès d'elle était le seul spécifique, un spécifique qui à la longue aggravait le mal avec bien des remèdes, mais du moins calmait momentanément la souffrance, lui aurait suffi, si Odette l'avait seulement permis de rester chez elle tant qu'elle ne serait pas là, de l'attendre jusqu'à cette heure du retour dans l'apaisement de laquelle seraient venues se confondre les heures d'un prestige, un maléfice, qu'un prestige, un maléfice lui avait fait croire différente des autres. Mais elle ne le voulait pas. Il revenait chez lui. Il se forçait en chemin à former divers projets. Il cessait de songer à Odette. Même il arrivait, tout en se déshabillant, à rouler en lui des pensées assez joyeuses. C'est le cœur plein de l'espoir d'aller le lendemain voir quelque chef-d'œuvre qu'il se mettait au lit et éteignait sa lumière. Mais dès que, pour se préparer à dormir, il cessait d'exercer sur lui-même une contrainte dont il n'avait même pas conscience tant elle était devenue habituelle, au même instant, un frisson glacé refluait en lui et il se mettait à sangloter. Il ne voulait même pas savoir pourquoi, s'essuyait les yeux, se disait en riant « C'est charmant, je deviens névropathe ». Puis il ne pouvait penser sans une grande lassitude que le lendemain il faudrait recommencer de chercher à savoir ce qu'Odette avait fait, à mettre en jeu des influences pour tâcher de la voir. Cette nécessité d'une activité sans trêve, sans variété, sans résultat, lui était si cruelle qu'un jour, apercevant une grosseur sur son ventre, il ressentit une véritable joie à la pensée qu'il avait peut-être une tumeur mortelle, qu'il n'allait plus avoir à s'occuper de rien, que c'était la maladie qui allait le gouverner, faire de lui son jouet jusqu'à la fin prochaine. Et en effet, si,
À cette époque, il lui arriva souvent, sans se l'avouer, de désirer la mort. C'était pour échapper moins à l'acuité de ses souffrances qu'à la monotonie de son effort. Et pourtant, il aurait voulu vivre jusqu'à l'époque où il ne l'aimerait plus, où elle n'aurait aucune raison de lui mentir et où il pourrait enfin apprendre d'elle si le jour où il était allé la voir dans l'après-midi, elle était ou non couchée avec Forcheville. Souvent, pendant quelques jours, le soupçon qu'elle aimait quelqu'un d'autre le détournait de se poser cette question relative à Forcheville, la lui rendait presque indifférente, comme ces formes nouvelles d'un même état maladif qui semblent momentanément nous avoir délivrés des précédentes. Même il y avait des jours où il n'était tourmenté par aucun soupçon. Il se croyait même guéri, mais le lendemain matin, au réveil, il sentait à la même place la même douleur dont, la veille, pendant la journée, il avait comme dilué la sensation dans le torrent des impressions différentes. Mais elle n'avait pas bougé de place, et même c'était l'acuité de cette douleur qui avait réveillé Swann. Comme Odette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qui l'occupaient tant chaque jour, bien qu'il eût assez vécu pour savoir qu'il n'y en a jamais d'autres que les plaisirs, il ne pouvait pas chercher longtemps de suite à les imaginer. Son cerveau fonctionnait à vide. Alors il passait son doigt sur ses paupières fatiguées comme il aurait essuyé le verre de son lorgnon et cessait entièrement de penser. Il surnageait pourtant à cet inconnu certaines occupations qui réapparaissaient de temps en temps, vaguement rattachées par elle à quelque obligation envers des parents éloignés ou des amis d'autrefois qui, parce qu'ils étaient les seuls qu'elle lui citait souvent comme l'empêchant de le voir, paraissaient à Swann former le cadre fixe, nécessaire de la vie d'Odette. À cause du ton dont elle lui disait de temps à autre « Le jour où je vais avec mon ami à l'hippodrome, si s'étant senti malade et ayant pensé « Peut-être Odette voudrait bien passer chez moi », il se rappelait brusquement que c'était justement ce jour-là. Il se disait « Ah non, ce n'est pas la peine de lui demander de venir, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le jour où elle va avec son ami à l'hippodrome. Réservons-nous pour ce qui est possible. C'est inutile de s'user à proposer des choses inacceptables et refuser d'avance. » Et ce devoir qui incombait à Odette d'aller à l'hippodrome et devant lequel Swann s'inclinait ainsi ne lui paraissait pas seulement inéluctable. Mais ce caractère de nécessité dont il était empreint semblait rendre plausible et légitime tout ce qui de près ou de loin se rapportait à lui. Si Odette, dans la rue, ayant reçu d'un passant un salut qui avait éveillé la jalousie de Swann, elle répondait aux questions de celui-ci en rattachant l'existence de l'inconnu à un des 2 ou 3 grands devoirs dont elle lui parlait. Si, par exemple, elle disait « C'est un monsieur qui était dans la loge de mon ami avec qui je vais à l'hippodrome », cette explication calmait les soupçons de Swann, qui en effet trouvait inévitable que l'ami eût d'autres invités qu'Odette dans sa loge à l'hippodrome, mais n'avait jamais cherché ou réussi à se les figurer. Ah, comme il eût aimé la connaître, l'amie qui allait à l'hippodrome, et qu'elle l'y emmena avec Odette. Comme il aurait donné toutes ses relations pour n'importe quelle personne qu'avait l'habitude de voir Odette, fût-ce une manucure ou une demoiselle de magasin. Il eût fait pour elle plus de frais que pour des reines. Ne lui aurait-elle pas fourni, dans ce qu'elle contenait de la vie d'Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances ? Comme il aurait couru avec joie passer les journées chez telle de ces petites gens avec lesquelles Odette gardait des relations, soit par intérêt, soit par simplicité véritable. Comme il eût volontiers élu domicile à jamais au 5e étage de telle maison sordide et enviée où Odette ne l'emmenait pas, et où, s'il y avait habité avec la petite couturière retirée dont il eût volontiers fait semblant d'être l'amant, il aurait presque chaque jour reçu sa visite. Dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, il eût accepté de vivre indéfiniment. Il arrivait encore parfois, quand, ayant rencontré Swann, elle voyait s'approcher d'elle quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il put remarquer sur le visage d'Odette cette tristesse qu'elle avait eue le jour où il était venu pour la voir pendant que Forcheville était là.
Mais c'était rare, car les jours où, malgré tout ce qu'elle avait à faire et la crainte de ce que penserait le monde, elle arrivait à voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son attitude était l'assurance. Grand contraste, peut-être revanche inconsciente ou réaction naturelle de l'émotion craintive qu'au premier temps où elle l'avait connu, elle éprouvait auprès de lui, et même loin de lui, quand elle commençait une lettre par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire. » Elle le prétendait du moins, et un peu de cet émoi devait être sincère pour qu'elle désirât d'en feindre davantage. Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ceux qu'on aime. Quand notre bonheur n'est plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. En lui parlant, en lui écrivant, elle n'avait plus de ces mots par lesquels elle cherchait à se donner l'illusion qu'il lui appartenait, faisant naître les occasions de dire « mon »,« mien » quand il s'agissait de lui. « Vous êtes mon bien, c'est le parfum de notre amitié, je le garde », de lui parler de l'avenir, de la mort même, comme d'une seule chose pour eux deux. Dans ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle répondait avec admiration. « Vous ne serez jamais comme tout le monde. » Elle regardait sa longue tête un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swann pensaient « Il n'est pas régulièrement beau si vous voulez, mais il est chic, ce toupet, ce monocle, ce sourire. » Et plus curieuse peut-être de connaître ce qu'il était que désireuse d'être sa maîtresse, elle disait « Si je pouvais savoir ce qu'il y a dans cette tête-là » Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent « Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde !» Elle regardait cette tête qui n'était qu'un peu plus vieillie par le souci, mais dont maintenant tous pensaient, en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté. Il n'est pas positivement laid, si vous voulez, mais il est ridicule. Ce monocle, ce toupet, ce sourire. Réalisant dans leur imagination suggestionnée la démarcation immatérielle qui sépare à quelques mois de distance une tête d'amant de cœur et une tête de cocu. Elle disait « Ah, si je pouvais changer, rendre raisonnable ce qu'il y a dans cette tête-là !» Toujours prête à croire ce qu'il souhaitait, si seulement les manières d'être d'Odette avec lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole. « Tu le peux si tu le veux, lui disait-il. » Et il tâchait de lui montrer que l'apaiser, le diriger, le faire travailler serait une noble tâche à laquelle ne demandait qu'à se vouer d'autres femmes qu'elle, entre les mains desquelles il est vrai d'ajouter que la noble tâche ne lui eût paru plus qu'une indiscrète et insupportable usurpation de sa liberté. Si elle ne m'aimait pas un peu, se disait-il, elle ne souhaiterait pas de me transformer. Pour me transformer, il faudra qu'elle me voie davantage. Ainsi trouvait-il dans ce reproche qu'elle lui faisait comme une preuve d'intérêt, d'amour peut-être. Et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu qu'il était obligé de considérer comme telles les défenses qu'elle lui faisait d'une chose ou d'une autre. Un jour, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas son cocher, qu'il lui montait peut-être la tête contre elle, qu'en tout cas, il n'était pas avec lui de l'exactitude et de la déférence qu'elle voulait. Elle sentait qu'il désirait lui entendre dire « Ne le prends plus pour venir chez moi », comme il aurait désiré un baiser. Comme elle était de bonne humeur, elle le lui dit. Il fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus, avec qui il avait la douceur de pouvoir parler d'elle ouvertement, car les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportaient en quelque manière à elle, il lui dit « Je crois pourtant qu'elle m'aime. Elle est si gentille pour moi. Ce que je fais ne lui est certainement pas indifférent. Et si au moment d'aller chez elle, montant dans sa voiture avec un ami qu'il devait laisser en route, l'autre lui disait « Tiens, ce n'est pas l'Orédan qui est sur le siège ?» Avec quelle joie mélancolique Swann lui répondait « Oh, sapristi non, je te dirais, je ne peux pas prendre l'Orédan quand je vais rue La Pérouse. Odette n'aime pas que je prenne l'Orédan, elle ne le trouve pas bien pour moi. » Enfin, que veux-tu? Les femmes, tu sais, je sais que ça lui déplairait beaucoup. Eh bien oui, je n'aurais eu qu'à prendre Rémi, j'en aurais eu une histoire. Ces nouvelles façons indifférentes, distraites, irritables.
qui était maintenant celle d'Odette avec lui. Certes, Swann en souffrait, mais il ne connaissait pas sa souffrance. Comme c'était progressivement, jour par jour, qu'Odette s'était refroidie à son égard, ce n'est qu'en mettant en regard de ce qu'elle était aujourd'hui, ce qu'elle avait été au début, qu'il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s'était accompli. Or, ce changement, c'était sa profonde, sa secrète blessure qui lui faisait mal jour et nuit. Et dès qu'il sentait que ses pensées allaient un peu trop près d'elle, vivement il les dirigeait d'un autre côté de peur de trop souffrir. Il se disait bien d'une façon abstraite « Il fut un temps où Odette m'aimait davantage ». Mais jamais il ne revoyait ce temps. De même, il y avait dans son cabinet une commode qu'il s'arrangeait à ne pas regarder, qu'il faisait un crochet pour éviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir était serré le chrysanthème qu'elle lui avait donné le premier soir où il l'avait reconduite. Les lettres où elle disait « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Et à quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez de ma vie. De même, il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit, lui faisant faire, s'il le fallait, le détour d'un long raisonnement pour qu'il n'eût pas à passer devant elle. C'était celle où vivait le souvenir des jours heureux. Pardon, je change. Soleil, soleil. Mais sa si précautionneuse prudence fut déjouée un soir qu'il était allé dans le monde. C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière, pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. Swann, qui avait voulu successivement aller à toutes les précédentes et n'avait pu s'y résoudre, avait reçu, tandis qu'il s'habillait pour se rendre à celle-ci, la visite du baron de Charlus, qui venait lui offrir de retourner avec lui chez la marquise si sa compagnie devait l'aider à s'y ennuyer un peu moins, à s'y trouver moins triste. Mais Swann lui avait répondu « Vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai à être avec vous, mais le plus grand plaisir que vous puissiez me faire, c'est d'aller plutôt voir Odette. Vous savez l'excellente influence que vous avez sur elle. Je crois qu'elle ne sort pas ce soir avant d'aller chez son ancienne couturière, où du reste, elle sera sûrement contente que vous l'accompagniez. En tout cas, vous la trouveriez chez elle avant. Tâchez de la distraire et aussi de lui parler raison. Si vous pouviez arranger quelque chose pour demain qui lui plaise et que nous pourrions faire tous les trois ensemble, tâchez aussi de poser des jalons pour cet été si elle avait envie de quelque chose, d'une croisière que nous ferions tous les trois, que sais-je. Quant à ce soir, je ne compte pas la voir. Vous n'avez qu'à m'envoyer un mot chez Madame de Sainte-Verte jusqu'à minuit et après chez moi. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Vous savez comme je vous aime. » Le baron lui promit d'aller faire la visite qu'il désirait après qu'il l'aurait conduit jusqu'à la porte de l'hôtel Sainte-Verte, où Swann arriva tranquillisé par la pensée que M. de Charlus passerait la soirée rue La Pérouse, mais dans un état de mélancolique indifférence à toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en particulier aux choses mondaines qui leur donnaient le charme de ce qui, n'étant plus un but pour notre volonté, nous apparaît en soi-même. Dès sa descente de voiture, au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique que les maîtresses de maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie et où elles cherchent à respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir les héritiers des Tigres de Balzac, les grooms suivant ordinaire de la promenade, qui, chapeautés et bottés, restaient dehors devant l'hôtel sur le sol de l'avenue ou devant les écuries, comme des jardiniers auraient été rangés à l'entrée de leur parterre. La disposition particulière qu'il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres vivants et les portraits des musées s'exerçait encore, mais d'une façon plus constante et plus générale. C'est la vie mondaine tout entière, maintenant qu'il en était détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux.
dans le vestibule où, autrefois, quand il était un mondain, il entrait enveloppé dans son pardessus pour en sortir en frac, mais sans savoir ce qui s'y était passé, étant par la pensée, pendant les quelques instants qu'il y séjournait, ou bien encore dans la fête qu'il venait de quitter, ou bien déjà dans la fête où on allait l'introduire, pour la première fois, il remarqua, réveillé par l'arrivée inopinée d'un invité aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée de grands valets de pied qui dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres et qui, soulevant leurs nobles profils aigus de lévriers, se dressèrent et, rassemblés, formèrent le cercle autour de lui. L'un d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil, si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant en tous sens des regards furieux et montrait l'agitation d'une bête captive dans les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songé, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui, détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann. Il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitani où Swann l'avait approchée et où elle rêve encore, issue de la fécondation d'une statue antique par quelques modèles paduans du maître ou quelques saxons d'Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux, crespelés par la nature, mais collés par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création qu'elle ne figure que l'homme, c'est du moins tirer de ces simples formes des richesses si variées et comme empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et fleurissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de hyacinthe et d'une torsade de serpent. Hyacinthe, comme vous voulez. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d'un escalier monumental que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer comme celui du palais ducal l'escalier des géants, et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah, avec quelle joie, au contraire, il eût grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée dans le 5e, de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avant-scène hebdomadaire à l'opéra le droit de passer la soirée quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand il n'était pas là, et qui, à cause de cela, lui paraissaient receler de la vie de sa maîtresse quelque chose de plus naturel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte où les vides et salles préparées sur le paillasson, dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge ou la porte d'un appartement,
représentant le service intérieur qu'il dirigeait et en faisant hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel, attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à leur aise, se tenaient sous l'accarture de leur portail dans un éclat pompeux, tempéré de bonhomie populaire comme des saints dans leur niche, et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique à face blême, avec une petite queue de cheveux noués d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art dont elles tirent leur nom, et d'une nudité voulue, ne contiennent rien d'autre, exhibaient à son entrée, comme quelques précieuses effigies de Benvenuto Cellini, représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son hausse col rouge une figure plus rouge encore d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant les tapisseries d'Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l'air, avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, d'épier, ange ou vigie, d'une tour de donjon ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit la porte en s'inclinant, comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment même, si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur. Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine, quand, au-delà de la tenture de tapisserie, au spectacle des domestiques succéda celui des invités. Mais cette laideur même de visage, qu'il connaissait pourtant si bien, lui semblait neuve depuis que leurs traits, au lieu d'être pour lui des signes pratiquement utilisables à l'identification de telle personne qui lui avait représenté jusque-là un faisceau de plaisir à poursuivre, d'ennuis à éviter ou de politesse à rendre, reposaient, coordonnés seulement par des rapports esthétiques, dans l'autonomie de leurs lignes. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann se trouva enserré, il n'était pas jusqu'au monocle que beaucoup portaient, et qui autrefois aurait tout au plus permis à Swann de dire qu'il portait un monocle, qui, délié maintenant de signifier une habitude, la même pour tous, ne lui apparut chacun avec une sorte d'individualité. Peut-être parce qu'il ne regarda le général de Froberville et le marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée que comme deux personnages dans un tableau, alors qu'il avait été longtemps pour lui les amis utiles qu'il avait présentés au jockey et assistés dans des duels, le monocle du général, resté entre ses paupières comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire, balafrée et triomphale, au milieu du front qui les borgnait comme l'œil unique du cyclope, apparut à Swann comme une blessure monstrueuse qu'il pouvait être glorieux d'avoir reçue, mais qu'il était indécent d'exhiber. Tandis que celui que M. de Bréauté ajoutait en signe de festivité au gant gris-perle, au gibus, à la cravate blanche et substituait au binocle familier, comme faisait Swann lui-même, pour aller dans le monde, portait collé à son revers comme une préparation d'histoire naturelle sous un microscope, un regard
infinitésimale et grouillante d'amabilité qui ne cessait de sourire à la hauteur des plafonds, à la beauté des fêtes, à l'intérêt des programmes et à la qualité des rafraîchissements. « Tiens, vous voilà, mais il y a des éternités qu'on ne vous a vu !» dit à Swann le général qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta « Vous avez bonne mine, vous savez !» pendant que M. de Bréauté demandait « Comment, vous, mon cher, qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici ?» À un romancier mondain qui venait d'installer au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse, et répondit d'un air important et mystérieux en roulant l'air « J'observe ». Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, n'avait aucune bordure et, obligeant à une crispation incessante et douloureuse de l'œil, où il s'incrustait comme un cartilage superflu dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique et le faisait juger par les femmes comme capable de grands chagrins d'amour. Mais celui de Monsieur de Saint-Candé, entouré d'un gigantesque anneau, comme Saturne, était le centre de gravité d'une figure qui s'ordonnait à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge et la bouche lipue et sarcastique tâchaient par leurs grimaces d'être à la hauteur des feux roulants d'esprit dont étincelait le disque de verre, et se voyait préféré au plus beau regard du monde par des jeunes femmes snobs et dépravées qu'il faisait rêver de charmes artificiels et d'un raffinement de volupté. Et cependant, derrière le sien, M. de Palancy, qui, avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes en desserrant d'instant en instant ses mandibules comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel et peut-être purement symbolique du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout qui rappela à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto à Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuillu évoque les forêts où se cache son repère. Swann s'était avancé, sur l'insistance de Madame de Sainte-Verte, et pour entendre un air d'Orphée qu'exécutait un flûtiste, s'était mis dans un coin où il avait malheureusement, comme seule perspective, deux dames déjà mûres, assises l'une à côté de l'autre, la marquise de Cambremer et la vicomtesse de Franquetot, lesquelles, parce qu'elles étaient cousines, passaient leur temps dans les soirées, portant leurs sacs et suivies de leurs filles, à se chercher comme dans une gare et n'étaient tranquilles que quand elles avaient marqué, par leur éventail ou leur mouchoir, deux places voisines. Madame de Cambremer, comme elle avait très peu de relations, étant d'autant plus heureuse d'avoir une compagne, Madame de Franquetot, qui étant au contraire très lancée, trouvait quelque chose d'élégant, d'original, à montrer à toutes ses belles connaissances qu'elle leur préférait une dame obscure avec qui elle avait en commun des souvenirs de jeunesse. Plein d'une mélancolie ironique, Swann les regardait écouter l'intermède de piano, Saint-François parlant aux oiseaux de Liszt, qui avait succédé à l'air de flûte, et suivre le jeu vertigineux du virtuose. Madame de Franquetot anxieusement, les yeux éperdus, comme si les touches sur lesquelles il courait avec agilité avaient été une suite de trapèzes d'où il pouvait tomber d'une hauteur de 80 mètres, et non sans lancer à sa voisine des regards d'étonnement, de dénégation qui signifiaient « Ce n'est pas croyable, je n'aurais jamais pensé qu'un homme pût faire cela ». Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête transformée en balancier de métronome dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles, avec cette espèce d'égarement et d'abandon du regard qu'ont les douleurs qui ne connaissent plus ni ne cherchent à se maîtriser et disent « Que voulez-vous » qu'à tout moment, elle accrochait avec ses solitaires les pattes de son corsage et était obligée de redresser les raisins noirs qu'elle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela d'accélérer le mouvement. De l'autre côté de Madame de Franquetot, mais un peu en avant, était la marquise de Gallardon, occupée à sa pensée favorite, l'alliance qu'elle avait avec les Guermantes et d'où elle tirait pour le monde et pour elle-même beaucoup de gloire avec quelque honte, les plus brillants d'entre eux la tenant un peu à l'écart, peut-être parce qu'elle était ennuyeuse, ou parce qu'elle était méchante, ou parce qu'elle était d'une branche inférieure, ou peut-être sans aucune raison.
Quand elle se trouvait auprès de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, comme en ce moment auprès de Madame de Franquetot, elle souffrait que la conscience qu'elle avait de sa parenté avec les Guermantes ne pût se manifester extérieurement en caractères visibles, comme ceux qui, dans les mosaïques des églises byzantines, placés les uns au-dessous des autres, inscrivent en une colonne verticale, à côté d'un saint personnage, les mots qu'il est censé prononcer. Elle songeait en ce moment qu'elle n'avait jamais reçu une invitation ni une visite de sa jeune cousine, la princesse de l'Aume, depuis 6 ans que celle-ci était mariée. Cette pensée la remplissait de colère, mais aussi de fierté, car à force de dire aux personnes qui s'étonnaient de ne pas la voir chez Madame des Laumes que c'est parce qu'elle aurait été exposée à y rencontrer la princesse Mathilde, ce que sa famille ultra-légitimiste ne lui aurait jamais pardonné, elle avait fini par croire que c'était en effet la raison pour laquelle elle n'allait pas chez sa jeune cousine. Elle se rappelait pourtant qu'elle avait demandé plusieurs fois à Madame des Laumes comment elle pourrait faire pour la rencontrer, mais elle ne se le rappelait que confusément et d'ailleurs neutralisait et au-delà ce souvenir un peu humiliant en murmurant « Ce n'est tout de même pas à moi à faire les premiers pas, j'ai 20 ans de plus qu'elle ». Grâce à la vertu de ses paroles intérieures, elle rejetait fièrement en arrière ses épaules détachées de son buste et sur lesquelles sa tête posée presque horizontalement faisait penser à la tête rapportée d'un orgueilleux faisan qu'on sert sur une table avec toutes ses plumes. Ce n'est pas qu'elle ne fût par nature courtaude, homasse et boulotte, mais les camouflets l'avaient redressée comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre. Obligée, pour se consoler de ne pas être tout à fait l'égale des autres Guermantes, de se dire sans cesse que c'était par intransigeance de principe et fierté qu'elle les voyait peu, cette pensée avait fini par modeler son corps et par lui enfanter une sorte de prestance qui passait aux yeux des bourgeoises pour un signe de race et troublait quelquefois d'un désir fugitif le regard fatigué des hommes de cercle. Si on avait fait subir à la conversation de Madame de Gallardon ces analyses qui, en relevant la fréquence plus ou moins grande de chaque terme, permettent de découvrir la clé d'un langage chiffré, on se fut rendu compte qu'aucune expression, même la plus usuelle, n'y revenait aussi souvent que « chez mes cousins de Guermantes, chez ma tante de Guermantes, la santé d'Elzéar de Guermantes, la baignoire de ma cousine de Guermantes ». Quand on lui parlait d'un personnage illustre, elle répondait que, sans le connaître personnellement, elle l'avait rencontré 1000 fois chez sa tante de Guermantes. Mais elle répondait cela d'un ton si glacial et d'une voix si sourde qu'il était clair que si elle ne le connaissait pas personnellement, c'était en vertu de tous les principes indéracinables et entêtés auxquels ses épaules touchaient en arrière, comme à ces échelles sur lesquelles les professeurs de gymnastique vous font étendre pour vous développer le thorax. Or, la princesse des Laumes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon, où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules, là même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond, de l'air d'y être à sa place, comme un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là. Et, bornant simplement son regard, pour ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards, à la considération d'un dessin du tapis ou de sa propre jupe, elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste, et d'où elle savait bien qu'une exclamation ravie de Madame de Sainte-Verte allait la tirer dès que celle-ci l'aurait aperçue, à côté de Madame de Cambremer qui lui était inconnue. Elle observait la mimique de sa voisine mélomane, mais ne l'imitait pas. Ce n'est pas que, pour une fois qu'elle venait passer 5 minutes chez Madame de Sainte-Verte, la princesse des Laumes n'eût souhaité, pour que la politesse qu'elle lui faisait comptât double, de se montrer le plus aimable possible.
Mais par nature, elle avait horreur de ce qu'elle appelait les exagérations et tenait à montrer qu'elle n'avait pas à se livrer à des manifestations qui n'allaient pas avec le genre de la coterie où elle vivait, mais qui pourtant, d'autre part, ne laissaient pas de l'impressionner à la faveur de cet esprit d'imitation voisin de la timidité que développe chez les gens les plus sûrs d'eux-mêmes l'ambiance d'un milieu nouveau, fût-il inférieur. Elle commençait à se demander si cette gesticulation n'était pas rendue nécessaire par le morceau qu'on jouait et qui ne rentrait peut-être pas dans le cadre de la musique qu'elle avait entendue jusqu'à ce jour, si s'abstenir n'était pas faire preuve d'incompréhension à l'égard de l'œuvre et d'inconvenance vis-à-vis de la maîtresse de la maison. De sorte que pour exprimer par une côte mal taillée ses sentiments contradictoires, tantôt elle se contentait de remonter la bride de ses épaulettes ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites lettres ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou d'émail rose, givrées de diamants, qui lui faisaient une coiffure simple et charmante, en examinant avec une froide curiosité sa fougueuse voisine. Tantôt de son éventail, elle battait pendant un instant la mesure, mais, pour ne pas abdiquer son indépendance, à contretemps. Le pianiste ayant terminé le morceau de Liszt et ayant commencé un prélude de Chopin, Madame de Cambremer lança à Madame de Franquetot un sourire attendri de satisfaction compétente et d'allusion au passé. Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement et qui ne se joue dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément, d'un retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier « vous frappez au cœur ». Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n'allant guère au bal, elle s'était grisée dans la solitude de son manoir, à ralentir, à précipiter la danse de tous ces couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour entendre le vent souffler dans les sapins au bord du lac, et à y voir tout d'un coup s'avancer, plus différent de tout ce qu'on n'a jamais rêvé que ne le sont les amants de la terre, un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. Mais aujourd'hui, la beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de l'estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme, et ceux mêmes dont le goût est mauvais n'y trouvaient plus qu'un plaisir inavoué et médiocre. Madame de Cambremer jeta un regard furtif derrière elle. Elle savait que sa jeune bru, pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de l'esprit sur lesquelles, sachant jusqu'à l'harmonie et jusqu'au grec, elle avait des lumières spéciales, méprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette wagnérienne qui était plus loin avec un groupe de personnes de son âge, Madame de Cambremer se laissait aller à des impressions délicieuses. La princesse de l'Aume les éprouvait aussi. Sans être par nature douée pour la musique, elle avait reçu il y a 15 ans les leçons d'un professeur de piano du Faubourg Saint-Germain, femme de génie qui avait été à la fin de sa vie réduite à la misère, avait recommencé à l'âge de 70 ans à donner aux filles et aux petites filles de ses anciennes élèves. Elle était morte aujourd'hui. Mais sa méthode, son beau son, renaissait parfois sous les doigts de ses élèves, même de celles qui étaient devenues pour le reste des personnes médiocres, avaient abandonné la musique et n'ouvraient presque plus jamais un piano. Aussi Madame des Laumes put-elle secouer la tête, en pleine connaissance de cause, avec une appréciation juste de la façon dont le pianiste jouait ce prélude qu'elle savait par cœur. La fin de la phrase commencée chanta d'elle-même sur ses lèvres, et elle murmura « C'est toujours charmant », avec un double CH, charmant, au commencement du mot qui était une marque de délicatesse et dont elle sentait ses lèvres si romanesquement froissées comme une belle fleur qu'elle harmonisa instinctivement son regard avec elle en lui donnant à ce moment-là une sorte de sentimentalité et de vague. Cependant, Madame de Gallardon était en train de se dire qu'il était fâcheux
qu'elle n'eut que bien rarement l'occasion de rencontrer la princesse des Laumes, car elle souhaitait lui donner une leçon en ne répondant pas à son salut. Elle ne savait pas que sa cousine fût là. Un mouvement de tête de madame de Franquetot la lui découvrit. Aussitôt, elle se précipita vers elle en dérangeant tout le monde. Mais désireuse de garder un air hautain et glacial qui rappela à tous qu'elle ne désirait pas avoir de relation avec une personne chez qui on pouvait se trouver nez à nez avec la princesse Mathilde et au-devant de qui elle n'avait pas à aller car elle n'était pas sa contemporaine, elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de réserve par quelques propos qui justifia sa démarche et força la princesse à engager la conversation. Aussi, une fois arrivée près de sa cousine, madame de Gallardon, avec un visage dur, une main tendue comme une carte forcée, lui dit « Comment va ton mari ?» de la même voix soucieuse que si le prince avait été gravement malade. La princesse, éclatant d'un rire qui lui était particulier et qui était destiné à la fois à montrer aux autres qu'elle se moquait de quelqu'un et aussi à se faire paraître plus jolie en concentrant les traits de son visage autour de sa bouche animée et de son regard brillant, lui répondit « Mais le mieux du monde !» Et elle rit encore. Cependant, tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine, inquiète encore pourtant de l'état du prince, madame de Gallardon dit à sa cousine « Oriane ». Ici, madame des Laumes regarda d'un air étonné et rieur un tiers invisible vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé madame de Gallardon à l'appeler par son prénom. « Je tiendrais beaucoup à ce que tu viennes un moment demain soir chez moi entendre un quintet avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton appréciation. » Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service et avoir besoin de l'avis de la princesse sur le quintet de Mozart, comme si ça avait été un plat de la composition d'une nouvelle cuisinière sur les talents de laquelle il lui eût été précieux de recueillir l'opinion d'un gourmet. Mais je connais ce quintet, je peux te dire tout de suite que je l'aime. Tu sais, mon mari n'est pas bien, son foie, cela lui ferait grand plaisir de te voir, reprit madame de Gallardon, faisant maintenant à la princesse une obligation de charité, de paraître à sa soirée. La princesse n'aimait pas à dire aux gens qu'elle ne voulait pas aller chez eux. Tous les jours, elle écrivait son regret d'avoir été privée par une visite inopinée de sa belle-mère, par une invitation de son beau-frère, par l'opéra, par une partie de campagne, d'une soirée à laquelle elle n'aurait jamais songé à se rendre. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par les contretemps princiers qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Puis, faisant partie de cette spirituelle coterie déguermante où survivait quelque chose de l'esprit alerte, dépouillé de lieux communs et de sentiments convenus qui descendent de Mérimée, et a trouvé sa dernière expression dans le théâtre de Meillac et Halévy, elle l'adaptait même aux rapports sociaux, le transposait jusque dans sa politesse qui s'efforçait d'être positive, précise, de se rapprocher de l'humble vérité. Elle ne développait pas longuement à une maîtresse de maison l'expression du désir qu'elle avait d'aller à sa soirée. Elle trouvait plus aimable de lui exposer quelques petits faits d'où dépendrait qu'il lui fût ou non possible de s'y rendre. « Écoute, je vais te dire, dit-elle à madame de Gallardon. Il faut demain soir que j'aille chez une amie qui m'a demandé mon jour depuis longtemps. Si elle nous emmène au théâtre, il n'y aura pas, avec la meilleure volonté, possibilité que j'aille chez toi. Mais si nous restons chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrai la quitter. Tiens, tu as vu ton ami, monsieur Swann ? Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là, je vais tâcher qu'il me voie. C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, dit madame de Gallardon. Oh, je sais qu'il est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant, mais cela ne fait rien, un juif chez la sœur et la belle-sœur de 2 archevêques. J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choquée, dit la princesse des Laumes. Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et grands-parents. Mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai ? Je suis sans lumière sur ce sujet. Le pianiste qui avait à jouer 2 morceaux de Chopin après avoir terminé
Le prélude avait attaqué aussitôt une polonaise, mais depuis que Madame de Gallardon avait signalé à sa cousine la présence de Swann, Chopin ressuscité aurait pu venir jouer lui-même toutes ses œuvres sans que Madame Delhomme pût y faire attention. Elle faisait partie d'une de ces deux moitiés de l'humanité chez qui la curiosité qu'a l'autre moitié pour les êtres qu'elle ne connaît pas est remplacée par l'intérêt pour les êtres qu'elle connaît. Comme beaucoup de femmes du faubourg Saint-Germain, la présence dans un endroit où elle se trouvait de quelqu'un de sa coterie et auquel d'ailleurs elle n'avait rien de particulier à dire, accapare exclusivement son attention aux dépens de tout le reste. À partir de ce moment, dans l'espoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre que tourner sa figure remplie de 1000 signes de connivence dénués de rapport avec le sentiment de la polonaise de Chopin dans la direction où était Swann, et si celui-ci changeait de place, elle déplaçait parallèlement son sourire aimanté. « Oriane, ne te fâche pas, reprit Madame de Gallardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé, de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai ? » ?»« Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse Delhomme, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. » En quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de Madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano et qui aperçut seulement alors la princesse. Madame de Sainte-Verte était d'autant plus ravie de voir Madame Delhomme qu'elle la croyait encore à Guermantes en train de soigner son beau-père malade. « Mais comment, princesse, vous étiez là ? » « Oui, je m'étais mise dans un petit coin, j'ai entendu de belles choses. »« Comment, vous êtes là depuis déjà un long moment ?»« Mais oui, un très long moment qui m'a semblé très court, non seulement parce que je ne vous voyais pas. » Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse qui répondit « Mais pas du tout, pourquoi ? Je suis bien n'importe où !» Et avisant avec intention pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier, « Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut. Cela me fera tenir droite. » « Oh mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. » Cependant, le pianiste redoublant de vitesse, l'émotion musicale était à son comble. Un domestique passait des rafraîchissements sur un plateau et faisait teinter des cuillères, et comme chaque semaine, Madame de Sainte-Verte lui faisait, sans qu'il la vît, des signes de s'en aller. Une nouvelle mariée, à qui on avait appris qu'une jeune femme ne doit pas avoir l'air blasé, souriait de plaisir et cherchait des yeux la maîtresse de maison pour lui témoigner par son regard sa reconnaissance d'avoir pensé à elle pour un pareil régal. Pourtant, quoiqu'avec plus de calme que Madame de Franquetot, ce n'est pas sans inquiétude qu'elle suivait le morceau. Mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le piano sur lequel une bougie tressautant à chaque fortissimo risquait, sinon de mettre le feu à l'abat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. À la fin, elle n'y tint plus et, escaladant les 2 marches de l'estrade sur laquelle était placé le piano, se précipita pour enlever la bobèche. Mais à peine ses mains allaient-elles la toucher que, sur un dernier accord, le morceau finit et le pianiste se leva. Néanmoins, l'initiative hardie de cette jeune femme, la courte promiscuité qui en résulta entre elle et l'instrumentiste, produisirent une impression généralement favorable. « Vous avez remarqué ce qu'a fait cette personne, princesse ?» dit le général de Froberville à la princesse Delhomme qu'il était venu saluer et que Madame de Sainte-Verte quitta un instant. « C'est curieux, elles ont qu'une artiste. » « Non, c'est une petite Madame de Cambremer, répondit étourdiment la princesse, et elle ajouta vivement. Je vous répète ce que j'ai entendu dire, je n'ai aucune espèce de notion de qui c'est. On a dit derrière moi que c'était des voisins de campagne de Madame de Sainte-Verte. Mais je ne crois pas que personne les connaisse. Ce doit être des gens de la campagne. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandu dans la brillante société qui se trouve ici, mais je n'ai pas idée du nom de toutes ces étonnantes personnes. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de Madame de Sainte-Verte ? Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Belloir sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines ? Ce n'est pas possible. Ah, mais Cambremer, c'est un nom authentique et ancien, dit le général.
Je ne vois aucun mal à ce que ce soit ancien, répondit sèchement la princesse, mais en tout cas ce n'est pas euphonique, ajouta-t-elle en détachant le mot euphonique comme s'il était entre guillemets, petite affectation de débit qui était particulière à la coterie guermantes. Vous trouvez? Elle est jolie à croquer, dit le général, qui ne perdait pas madame de Cambremer de vue. Ce n'est pas votre avis, princesse? Elle se met trop en avant, je trouve que chez une si jeune femme, ce n'est pas agréable. Car je ne crois pas qu'elle soit ma contemporaine, répondit madame des Laumes, cette expression étant commune aux Gallardon et aux Guermantes. Mais la princesse, voyant que M. de Froberville continuait à regarder madame de Cambremer, ajouta moitié par méchanceté pour celle-ci, moitié par amabilité pour le général. Pas agréable pour son mari. Je regrette de ne pas la connaître puisqu'elle vous tient à cœur. Je vous aurais présenté, dit la princesse qui probablement n'en aurait rien fait si elle avait connu la jeune femme. Je vais être obligée de vous dire bonsoir parce que c'est la fête d'une amie à qui je dois aller la souhaiter, dit-elle d'un ton modeste et vrai, réduisant la réunion mondaine à laquelle elle se rendait à la simplicité d'une cérémonie ennuyeuse, mais où il était obligatoire et touchant d'aller. D'ailleurs, je dois y retrouver Bazin, qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Iénas. Ça a été d'abord un nom de victoire, princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez? Pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer. Comme il aurait changé un pansement, tandis que la princesse détournait instinctivement les yeux. Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu. Mais enfin, pour ce que c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, dit la princesse sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin chez cette princesse d'Iéna, ce n'est pas du tout pour ça. C'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chérit. Oh non, ce n'est pas ce que vous pouvez penser. Ce n'est pas un flirt. Je n'ai pas à m'y opposer. Du reste, pour ce que cela sert quand je veux m'y opposer, ajouta-t-elle d'une voix mélancolique, car tout le monde savait que dès le lendemain du jour où le prince des Laumes avait épousé sa ravissante cousine, il n'avait pas cessé de la tromper. Mais enfin, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qu'il a connus autrefois, il en fait ses choux gras, je trouve cela très bien. D'abord, je vous dirais que rien que ce qu'il m'a dit de leur maison, pensez que tous leurs meubles sont en pire. Mais princesse, naturellement, c'est parce que c'est les mobiliers de leurs grands-parents. Mais je ne vous dis pas, mais ce n'est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style avec ces commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah! Mais qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas, mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. Moi, j'ai aussi des choses comme ça que Bazin a héritées des Montesquieu, seulement elles sont dans les greniers de Guermantes où personne ne les voit. Enfin, du reste, ce n'est pas la question, je me précipiterai chez eux avec Bazin, j'irai les voir même au milieu de leur sphinx et de leur cuivre si je les connaissais, mais je ne les connais pas. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais petite, que ce n'était pas poli d'aller chez les gens qu'on ne connaissait pas, dit-elle en prenant un ton puéril. Alors, je fais ce qu'on m'a appris. Voyez-vous, ces braves gens, s'ils voyaient entrer une personne qu'ils ne connaissent pas, ils me recevraient peut-être très mal, dit la princesse. Et par coquetterie, elle embellit le sourire que cette supposition lui arrachait, en donnant à son regard bleu fixé sur le général une expression rêveuse et douce. Ah, princesse, vous savez bien qu'il ne se tiendrait pas de joie. Mais non, pourquoi? Lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité, soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire au général. Pourquoi? Qu'en savez-vous? Cela leur serait peut-être tout ce qu'il y a de plus désagréable. Moi, je ne sais pas, mais si j'en juge par moi, cela m'ennuie déjà tant de voir les personnes que je connais. Je crois que s'il fallait voir des gens que je ne connais pas, même héroïques, je deviendrais folle. D'ailleurs, voyons, sauf lorsqu'il s'agit de vieux amis comme vous qu'on connaît sans cela, je ne sais pas si l'héroïsme serait d'un format très portatif dans le monde. Ça m'ennuie déjà souvent de donner des dîners, mais s'il fallait offrir le bras à Spartacus pour aller à table, non vraiment, ce ne serait jamais à Vercingétorix que je ferais signe comme 14e. Je sens que je le réserverais pour les grandes soirées, et comme je n'en donne pas,
Ah, princesse, vous n'êtes pas Guermantes pour des prunes. Les possédez-vous assez, l'esprit des Guermantes? Le possédez-vous assez, l'esprit des Guermantes? Mais on dit toujours l'esprit des Guermantes. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez donc d'autres? Qui en est? Ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux, les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, les yeux étincelants, enflammés d'un ensoleillement radieux de gaieté que seuls avaient le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-même, qui était une louange de son esprit ou de sa beauté. Tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre Cambremer. Là, il est à côté de la mer Sainte-Verte. Vous ne le voyez pas? Demandez-lui de vous présenter, mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a? Dit le général. Mon petit Charles, ah, enfin il vient. Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. Swann aimait beaucoup la princesse des Laumes. Puis sa vue lui rappelait Guermantes, terre voisine de Combray, tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes par lesquelles il savait plaire à la princesse et qu'il retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans son ancien milieu, et voulant d'autre part pour lui-même exprimer la nostalgie qu'il avait de la campagne. « Ah !» dit-il à la cantonade pour être entendu à la fois de madame de Sainte-Verte à qui il parlait et de madame des Laumes pour qui il parlait. Voici la charmante princesse. Voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le saint François d'Assise de Litz, et elle n'a eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier des oiseaux et d'aubépine. Il y a même encore de petites gouttes de rosée, un peu de la gelée blanche qui doit faire gémir la duchesse. C'est très joli, ma chère princesse. Comment? La princesse est venue exprès de Guermantes? Mais c'est trop, je ne savais pas, je suis confuse, s'écria naïvement madame de Sainte-Verte, qui était peu habituée au tour d'esprit de Swann. Et examinant la coiffure de la princesse, mais c'est vrai, cela imite, comment dirais-je, pas les châtaignes, non, c'est une idée ravissante. Pardon, c'est une idée ravissante. Mais comment la princesse pouvait-elle connaître mon programme? Les musiciens ne me l'ont même pas communiqué à moi. Swann, habitué, quand il était auprès d'une femme avec qui il avait gardé des habitudes galantes de langage, de dire des choses délicates que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas, ne daigna pas expliquer à madame de Sainte-Verte qu'il n'avait parlé que par métaphore. Quant à la princesse, elle se mit à rire aux éclats parce que l'esprit de Swann était exactement apprécié dans sa coterie et aussi parce qu'elle ne pouvait entendre un compliment s'adressant à elle sans lui trouver les grâces les plus fines et une irrésistible drôlerie. « Eh bien, je suis ravie, Charles, si mes petits fruits d'aubépine vous plaisent. Pourquoi est-ce que vous saluez cette Cambremer? Est-ce que vous êtes aussi son voisin de campagne ?» Madame de Sainte-Verte, voyant que la princesse avait l'air contente de causer avec Swann, s'était éloignée. « Mais vous l'êtes vous-même, princesse. »« Moi, mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens. Mais comme j'aimerais être à leur place. Ce ne sont pas les Cambremer, c'étaient ses parents à elle. Elle est une demoiselle Legrandin qui venait à Combray. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes comtesse de Combray et que le chapitre vous doit une redevance. » Je ne sais pas ce que me doit le chapitre, mais je sais que je suis tapée de 100 francs tous les ans par le curé, ce dont je me passerai. Enfin, ces Cambremer ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. Il ne commence pas mieux, répondit Swann. En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère, de très convenable, qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Mais puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d'un goût charmant, mon petit Charles, mais comme c'est ennuyeux de ne plus vous voir, ajouta-t-elle d'un ton câlin, j'aime tant causer avec vous. Pensez que je n'aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Faubrerville que le nom de Cambremer était étonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. Et sans doute cela n'était pas vrai. Mais Swann et la princesse avaient une manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Cette ressemblance ne frappait pas parce que rien n'était plus différent que leurs deux voix.
Mais si on parvenait par la pensée à ôter au propos de Swann la sonorité qui les enveloppait, les moustaches d'entre lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que c'étaient les mêmes phrases, les mêmes inflexions, le tour de la coterie guermante. Pour les choses importantes, coterie guermante. Pour les choses importantes, Swann et la princesse n'avaient les mêmes idées sur rien. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. En entendant la princesse lui dire que la vie était une chose affreuse, il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Hop. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis désolée pour toute cette agitation. Pardon. Je me roule pas dans l'herbe, mais presque. Voilà. J'ai dit tout ce qui était intéressant à dire. Une chanson. Est-ce que j'ai le temps d'une chanson? Je ne sais pas. J'avais une chanson en espagnol qui me faisait... que j'aimais beaucoup. Étrangement, je l'aimais beaucoup. Je l'aime toujours d'ailleurs. Elle me met en joie quand je l'entends. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison à ça. Peut-être... Je ne sais pas. Ça va être affreux parce que mon espagnol est affreux, mais c'est pas grave. Je crois que ça me fait penser en plus à ceux qui font... comment on appelle ça? Vous savez, quand on arrange les voitures... Tuning? Je sais pas. Bon, bref. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te queman el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Y ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira para el coche, porque esta noche no las comemos. Y al pasar por tu calle, ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia, que chupa chu, que vicio, que vicio. No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda. Con Seat Panda se me cruzó y se comió el parachoques de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Descuarrente post meridian, llegamos tarde para no variar y al tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra, la enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba, esto se escucha o no se escucha. Entre el calor de la gente, alma del ambiente, los focos de luz brillantes son muy importantes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí 3 cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí 3 cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya
pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesiona y voy de bar en bar. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un Seat Panda. Voilà. Pardon, j'ai beaucoup ri à cause de ma prononciation insupportable. Je fais les accents toujours sur les mauvaises syllabes. Et en plus, à un moment, je me suis dit, mais les oiseaux ont arrêté de chanter. C'était tellement mauvais qu'ils sont restés muets. Pardon, ça m'a fait rire. En plus, il y a du soleil et j'ai peur de faire venir la pluie. Enfin bon, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir, extrêmement plaisir de chanter cette chanson. Mon Dieu, quand je l'ai connue, j'avais moins de 2 fois mon âge actuellement. Et je sais pas, C'était l'été, c'était... Ouais, je sais pas. Très, très drôle. Très bien. Allez, je vais essayer de massacrer une autre chanson. Est-ce que j'arrive à massacrer toutes les chansons? Ça, c'était quoi? Non, alors pas aujourd'hui. Et pourtant, je pourrais la chanter. Mais non, je la garde pour un autre jour. J'ai envie de massacrer une autre chanson. Je sais plus comment on fait. Pardon. Non. Ça commence bien. Love, love, love. Love, 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 love. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Je m'arrête là. Je pourrais vous faire tout sur des... Mais non, je vais pas le faire. Oh là là, je suis d'une humeur, je ne sais pas. Un peu folle. Bon, le temps passe et je dois faire d'autres choses. Donc il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous écoutez jusque-là et surtout si vous m'écoutez chanter, j'espère qu'il ne pleuvra pas chez vous. Et voilà. Merci, à bientôt. Allez, je laisse la place aux petits oiseaux. Ils chantent bien mieux que moi.
C'est vrai que c'est plus simple de se déplacer en araignée. Pardon, merci, au revoir. J'arrive